Nous n'avons rien oublié, nous nous souvenons de tout, mais à quoi donc cela sert-il ? La mémoire vaine, c'est le titre d'un essai que vous publiez aujourd'hui, Alain Finkielkraut, un livre qui pose un certain nombre de questions graves, très graves, qui vient 2 ans après le procès historique de Barbie à Lyon. Et ce procès, vous l'avez analysé, vous y étiez. Je m'étonne, comme Bertrand Poirot-Delpech d'ailleurs dans Le Monde, qu'il n'y ait pas eu d'autres intellectuels que vous à cette place, à ce moment-là. Alors vous êtes le seul qui aurait réfléchi sur cet événement ? Alors je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Disons que j'ai essayé de prendre le temps d'y réfléchir. Je crois que c'est peut-être aussi, sans jugement de valeur, ce qui différencie l'essayiste du journaliste. Le journaliste est astreint à l'immédiateté. L'essayiste, c'est l'esprit d'escalier. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre avec l'esprit d'escalier. C'est-à-dire que lorsque j'ai assisté au procès, comme tout le monde, j'ai été assailli d'impressions très contradictoires. Et puis, j'ai laissé les choses se décanter en moi peu à peu. Et je me suis dit que de toute façon, on ne pouvait pas abandonner cet événement-là au destin que l'actualité réserve à tous les événements. Parce que, si vous voulez, pour l'actualité, le passé, c'est le passé. Autrement dit, le passé n'existe que sous la forme du dépassé. Alors, quand c'est présent, ça va, et hop, on passe tout de suite à autre chose. Et donc, je pense que, premièrement, cet événement méritait mieux, et deuxièmement, il y a entre, si vous voulez, la mémoire et l'actualité, une espèce de contradiction, puisque précisément la mémoire, c'est le présent en tant qu'il assume le passé, en tant qu'il se laisse interpeller ou affecter par le passé. Mais vous dites la mémoire vaine. Oui, mais précisément, la mémoire risque de devenir insubstantielle et vaine dès lors qu'elle est prise en charge par l'actualité, parce que le régime temporel de l'actualité et le régime temporel de la mémoire sont contradictoires. Alors quand l'actualité dit voilà, maintenant le temps est à la mémoire, je pense que ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi je me suis dit que il fallait relayer ce que les journalistes avaient fait lors du procès Barbie. Alain Finkielkraut, vous avez dit tout de suite essayiste. Il est vrai, vous êtes un philosophe qui a commencé par la littérature, mais vous tentez des essais, vous êtes un état d'indignation, il faut vivre en colère, et il y a un fait aujourd'hui. On peut revenir immédiatement à l'actualité, et je pense même que un essayiste comme vous, un philosophe, pourrait peut-être en l'espace de 8 jours écrire sur cet événement qui d'ailleurs, on en parle, c'est vrai, mais qui reste quand même très très discret. Bon, il y a ce livre de Salman Rushdie, on le sait, Khomeini a demandé la mort. Il a même passé contrat, il a désigné des tueurs, il a dit assassiner cet homme, et il a même fixé le prix, je ne sais plus combien, je crois que ça représente 20 millions de francs, quelque chose comme ça. Il a, d'après ce que j'ai cru comprendre ce matin, en écoutant les nouvelles, il a même doublé la prime. Il a doublé la mise. Bon, c'est maintenant, je sais pas, 6 millions de dollars. Bon, cet écrivain, Rushdie, a écrit. Dites-moi ce qu'il a écrit. Je n'ai pas lu le livre, et je crois qu'en France, nous risquons d'être longtemps privés de sa lecture. D'après les dernières nouvelles, il a écrit un roman qui s'appelle Les versets sataniques, et dans lequel il traite de Mahomet et du Coran avec une certaine ironie de romancier. Ce n'est pas un roman satirique anti-islamique, ce n'est pas son intention. Simplement, Mahomet intervient à un moment donné, je crois, comme personnage, dans une sorte de fantaisie. Alors, il ne faut pas oublier que c'est l'un des plus grands romanciers de la littérature mondiale, et que maintenant, il vit caché, protégé par des policiers de Scotland Yard, parce que Khomeini, en effet, a demandé à tous les musulmans du monde de l'exécuter. Et là, nous sommes quand même devant un cas de figure... D'exécuter l'auteur et les éditeurs. Nous sommes devant un cas de figure absolument inédit. C'est-à-dire que l'Europe a traversé le fanatisme. Et nous savons ce que c'est. Et les Lumières, toute la période des Lumières, a été, si vous voulez, s'est constituée contre le fanatisme. Donc, évidemment, cette attitude nous rappelle quelque chose. Mais Khomeini, ce n'est pas tout à fait l'Inquisition. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas simplement d'interdire un livre en Iran, ce qui serait déjà un scandale, mais dans le pays qu'il gouverne, il s'agit aussi d'empêcher, en quelque sorte, que ce livre paraisse et de punir son auteur dans le monde entier. Et il y a là un mélange, si vous voulez, d'intégrisme, quelque chose, et de gangstérisme tout à fait incroyable. Il promet non seulement le paradis pour l'auteur du meurtre éventuel, mais il promet aussi une prime. Cette espèce de mélange, si vous voulez, de western et de fanatisme est tout à fait inouï. Et ce qui est
très grave également, c'est que cette affaire a été déclenchée en Angleterre par le leader de la communauté musulmane indo-pakistanaise de Bradford, je crois. C'est lui qui a réclamé la pendaison de Rushdie et de ses éditeurs et qui a fait appel à Khomeini. Et là, ça pose une question extrêmement grave, c'est-à-dire que si les chefs des communautés musulmanes en Europe ont cette attitude, les rapports entre les Européens et les musulmans vont nécessairement se tendre et on ne pourra pas, en l'occurrence, voir les choses de façon unilatérale, simplement en termes de racisme. Ce sont quelques fanatiques. Ce sont quelques fanatiques, mais ce qui m'inquiète énormément, c'est que, premièrement, ils ne sont, si vous voulez, ceux-là même qui, aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, des rangs de l'islam, prennent des distances avec eux, le font tout en disant « ce roman est dégoûtant ». Ce roman est dégoûtant parce qu'il attaque l'islam, mais il ne faut pas tuer son auteur. Gentil de leur part. Il n'empêche que cette espèce de façon de régenter, si vous voulez, l'art et la littérature au nom d'une tradition culturelle et d'une religion a quelque chose d'absolument scandaleux et d'absolument inacceptable. Alors Alain Finkielkraut, quelqu'un de très bien informé, m'a dit ce matin que beaucoup de ces fanatiques étaient sur le chemin de la guerre. C'est-à-dire que, inspirés par Khomeini, ils veulent aller jusqu'au bout. Ils cherchent Rushdie. Admettons, j'espère qu'ils ne le trouveront pas. Ce qui est déjà insensé, c'est qu'un homme comme celui-là, un grand écrivain comme lui, est aujourd'hui dans l'obligation de se cacher. Mais s'il le trouvait, et s'il le tuait, quelle serait la répercussion? Moi, je suis frappé par ce fait très simple. Je n'ai vu aucune réponse d'aucun pays arabe sur cette affaire. Non, mais alors, deux choses. Premièrement, il faut bien savoir que ce n'est pas la première ordonnance religieuse, si l'on ose employer ces termes, que Khomeini lance contre ce qu'il considère comme un opposant. Il les a tous eus, sauf le Shah d'Iran, qui est mort avant, et Shapur Bakhtiar, qui a été raté. Par quelqu'un d'ailleurs que les Iraniens réclament aujourd'hui, Anis Nakash. Il a été raté, mais il a tué 2 flics quand même. Et donc, il faut prendre évidemment cette menace très au sérieux. Ce qui est inquiétant, en effet, c'est que les pays arabes dits modérés se contentent d'interdire le livre de Rushdie chez eux, mais ne vont pas jusqu'à condamner l'attitude de Khomeini. Ce qui est inquiétant également, c'est l'attitude actuelle des gouvernements occidentaux et surtout de la France. Voir l'éditeur français de ce livre, Christian Bourgois, ajourner la publication, vous pensez que quelques jours seulement avant qu'éclate cette affaire ignoble, Roland Dumas s'est rendu en Iran pour affermir les relations diplomatiques avec ce pays. Ça a quelque chose d'inquiétant, et c'est comme si la France n'était jamais vraiment sortie de l'esprit de Munich. Et c'est ça que je trouve, moi, très inquiétant. Il y a dans ce pays une tradition collaborationniste, si vous voulez, dont on se dit qu'elle ressurgit toujours. Et il faut vraiment sortir de cela. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de déclarer la guerre à Khomeini, mais il est absolument vital pour ce que nous sommes, pour vraiment notre être le plus profond, de ne pas capituler devant ce chantage, devant cet acte de guerre et de gangstérisme. Oui, parce que tout est possible demain. On peut demain, vraiment, à cause de cela, sur un motif comme celui-là, lancer n'importe qui. On peut lancer un tel, il faut le tuer. Bien sûr. Je vous en prie, messieurs. Mais je dois dire, dans toutes les religions, dans tous les pays, enfin, disons sur toutes les planètes, assis. Oui, mais d'autres pourront le faire. D'autres pourront le faire, je crois. Ils n'auront pas cette folie. Je crois que malheureusement, c'est l'intégrisme islamique qui, pour le moment, a le monopole de ce genre de comportement. Il y a d'autres intégrismes. Oui, attendez. Attention, je ne dis pas que l'islam a le monopole. Je ne dis pas que l'islam a le monopole de l'intégrisme. Je dis que l'intégrisme islamique va plus loin que les autres, grisé par sa puissance numérique, et que aucun, si vous voulez, autre chef intégriste ne pourrait déclarer la guerre à un individu où qu'il soit dans le monde. Et effectivement, il est absolument indispensable d'exiger des gouvernements européens une réponse qui ne soit pas une réponse anti-munichoise. Une dernière chose. J'ai vu hier au journal télévisé
l'interview d'un leader musulman de Jérusalem. Et il a pris parti pour Khomeini, sans la moindre ambiguïté. Et je voudrais que les gens méditent ce phénomène et comprennent un tout petit peu mieux les difficultés inextricables dans lesquelles aujourd'hui se débat un pays comme Israël. Car je suis personnellement favorable... C'est le juif là qui parle. Oui, non, pas nécessairement. Je pense que peut-être que si faut-il que je sois juif pour avoir cette lucidité-là, mais je crois qu'il y a une vérité objective dans mes paroles. Je dis que je suis personnellement favorable à la restitution des territoires occupés et je me suis exprimé publiquement en ce sens plusieurs fois, aux côtés notamment des militants de la paix maintenant. Cela dit, il faut bien comprendre que il y a quelque chose d'épouvantable qui se passe en ce moment et que les Israéliens n'ont le choix aujourd'hui qu'entre des inconvénients. S'ils gardent les territoires, c'est fichu. S'ils les restituent, je ne suis pas sûr que ils gagneront aussitôt les hautes sphères de l'idylle. Je crois qu'il faut être très conscient de l'ampleur et de la réalité de ce problème-là. S'ils les restituent, c'est un suicide. Pas nécessairement. S'ils ne les restituent pas, c'est la guerre. Oui, c'est peut-être un suicide aussi. Disons que s'il les restitue, c'est la seule chose à faire, c'est un risque terrible. Parce que quand le chef de... On veut, les Palestiniens réclament Jérusalem comme capitale. Bon, eh bien, moi, je vois le leader de la communauté islamique de Jérusalem qui dit « Khomeini a raison de vouloir tuer Salam Rushdie ». Alors, comment va-t-on faire? C'est tout. Alain Finkielkraut, on parle des intégrismes. Bon, il y a cet intégrisme musulman, il y a cette annonce de Khomeini, tuer ce grand écrivain. Tuer, il donne vraiment cet ordre à tous les musulmans fanatiques. Vous parlez des intégrismes, il y a aussi en Israël, et vous le savez, un intégrisme religieux. Oui, il y a absolument les religieux de Méach et Harim, et qui sont peut-être en France aussi, et qui sont peut-être plus contre Israël. Enfin, l'idée d'Israël que ne seraient les musulmans. Mais c'est compliqué le monde dans lequel nous vivons. Non, c'est assez simple parce que là il y a un paradoxe tout à fait extraordinaire, c'est que ces intégristes-là ont ceci de particulier que précisément ils sont la plupart assez hostiles au sionisme et que pour certains d'entre eux, ils seraient même d'accord pour vivre sous un gouvernement palestinien. Donc du point de vue des catégories qui occupent la terre entière, ils sont en quelque sorte à l'extrême gauche d'Israël. Cela dit, je ne mésestime pas la montée d'un certain fondamentalisme juif en Israël, mais jusqu'à plus ample informé, Israël est un État qui a été fondé par des laïcs, qui a été fondé par des gens qui voulaient à la fois échapper à l'antisémitisme et secouer le joug de l'orthodoxie rabbinique, et ce sont et 75%, si vous voulez, des Israéliens aujourd'hui sont des laïcs. Les orthodoxes sont dans une position de force en Israël pour des raisons qui tiennent au caractère de la démocratie israélienne, à cette chambre qui est élue à la proportionnelle, et donc ils ont une position de chantage et de marchandage. Mais la situation n'est pas du tout la même. Pour revenir à cette affaire d'intégrisme musulman, il ne faut pas généraliser, car il y a des pays musulmans qui sont alors férocement contre un ordre comme celui-là et contre Khomeini. Mais ce qui me paraît, et ça nous sommes tous concernés, ce qui me paraît étrange, c'est que vraiment il n'y a pas de réponse de l'Occident à une déclaration de guerre comme celle-là. Imaginons que cet ordre soit parti, ou qu'il y ait eu exécution comme il y en a eu en Iran, que cet ordre soit parti ou du Maroc ou de l'Égypte. Mais le monde serait révolté. La une des journaux serait occupée. Alors pourquoi ces deux manières de dire, ces deux manières de procéder ? Moi, je m'étonne à chaque fois. D'abord, je suis pas sûr qu'il faille parler de l'Occident en général. Là, faisons le ménage devant notre porte et constatons, si vous voulez, que les Anglais... Non, je veux dire, constatons que les Anglais, qui sont peut-être plus touchés, ont eu une réaction extrêmement virulente, que même les ministres des 12 se sont dit horrifiés par cette prime réclamée par Khomeini, alors que notre ministre des Affaires étrangères s'est estimé, lui, choqué. Je constate également... C'est la diplomatie, vous savez. Oui, mais justement, nous sommes vraiment plus diplomates au mauvais sens du terme que d'autres gouvernements occidentaux. Et je constate que la diplomatie française, aujourd'hui, prend une singulière tournure. Car si l'on pense au dernier voyage de Mitterrand, où les a-t-il fait? En Bulgarie et en Tchécoslovaquie. Le dernier voyage de Roland Dumas a eu lieu en Iran. Après le voyage de Mitterrand en Bulgarie, des journalistes qu'il a rencontrés ont été privés de leur travail. Après le voyage de Mitterrand en Tchécoslovaquie, Václav Havel a été
arrêté et aujourd'hui il doit subir un procès et il risque jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Il a déjà été emprisonné, je crois, pour une durée de 4 ans. Et après le voyage de Roland Dumas en Iran, où il a dit, avec une fausse candeur extrêmement cynique en réalité, qu'il avait étalé sur la table tous les problèmes des droits de l'homme. Donc après son voyage, on a lancé cet ordre d'exécution, cette ignoble ordonnance religieuse. Donc je crois à cet égard que la diplomatie française pose un problème très particulier. Et dans le même temps, les intellectuels se taisent un peu trop. En d'autres occasions, vous, par exemple, Alain Finkielkraut, vous auriez pu écrire un grand livre en 8 jours, comme je le disais tout à l'heure, et on revient à votre notion. Si, sur ce sujet-là. Jamais j'écrirai un livre en 100 pages. Non, jamais. Vous savez, moi, il me faut presque 2 ans pour écrire 100 pages, et je pense que sur l'affaire Rushdie, non, on ne peut rien reprocher aux intellectuels. Ils se mobilisent, ils sont très touchés par cette affaire et très scandalisés, d'après ce que je crois savoir, par le fait que la publication du livre, en France, à la différence de l'Italie, encore une fois, et de l'Amérique, la publication du livre est ajournée. C'est vraiment trop cédé. C'est une manière de dire, peut-être comme ça, on échappera au terrorisme iranien. Khomeini ne viendra pas prêcher le meurtre sur notre terre. On ne peut pas réagir ainsi. Alain Finkielkraut, il y a eu déjà dans de précédents ouvrages l'occasion pour vous de réfléchir sur les thèmes que le procès de Lyon allait remettre en question. Il y a la réalité du génocide nazi, et il y a le processus intellectuel surtout qui conduit à la banalisation des événements. Et c'est pour cela que nous ne sortons pas du sujet. Alors, ces livres, je les rappelle, L'avenir d'une négation, La défaite de la pensée. La défaite de la pensée est un livre qui a fait beaucoup de bruit, mais il y a aussi La sagesse de l'amour, il y a Le juif imaginaire, La réprobation d'Israël. Et il y a ce qui vous poursuit peut-être, c'est la peur de l'oubli. Oui. L'indignation, elle vient de là. Et si on rayait tout cela, vous savez, s'il n'y a plus de témoins demain pour Auschwitz et pour tous les autres camps de concentration, peut-être que les thèses de certains révisionnistes resteront et qu'on dira, oui, certains ont dit, mais on ne sait pas tout à fait. Je ne suis pas sûr que ce danger soit le plus grave aujourd'hui. Et alors, quel est le danger le plus grave? C'est pour ça que j'ai intitulé ce livre La mémoire vaine. Je crois, si vous voulez, ce qui me stupéfie, c'est que l'on fasse un battage aussi important autour de cet événement-là, à savoir l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sans en tirer les conséquences minimales, que l'on fasse ce battage sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de dangereux précisément à confondre les crimes de guerre avec les crimes contre l'humanité, que l'on fasse ce battage tout en donnant une importance inconsidérée à un homme dont on dit répudier les thèses, à savoir Jacques Vergès, qui est devenu une espèce de coqueluche des médias qu'on a énormément vu pendant le procès et qu'on a vu depuis à toutes sortes d'émissions abjectes, comme par exemple Star à la barre et d'autres. Voyez, donc ce sont tous ces phénomènes, si vous voulez, ce contraste entre une référence constante à l'événement et la pauvreté des leçons qu'on en tire. Voilà ce qui me gêne particulièrement. Alain Finkielkraut, il ne fait pas de doute que votre essai est un essai qui va et qui a déjà fait du bruit. C'est un passé historique que vous remuez, mais un passé historique qui a été transformé en présent judiciaire. Et vous notez que l'événement a été, par exemple, le contraire de ce que fut l'affaire Dreyfus. Et on peut parler, c'est vrai, de racisme. Mais il y a, dans ce livre, dans cet essai remarquable, il y a quand même cette petite phrase qui pourrait paraître étonnante, et je vous la donne. Vous parlez des 3 avocats de Klaus Barbie. Et, entre parenthèses, vous les indiquez. Maître Mbemba, congolais, Maître Bouaïta, algérien, et Maître Vergès, français, de mère vietnamienne. Ça ressemble aussi à un peu de racisme. Bon, alors là, je vais m'expliquer. Oui. Non, je vais me donner l'occasion de dissiper un malentendu, mais je crois que le reste... c'est pas le contexte... Oui, tout à fait. Le contexte dissipe, mais ça me donne l'occasion de répondre. Je vous chicane sur peu, oui, mais sur beaucoup. Et puis, en me chicanant, vous me permettez de m'exprimer, donc c'est très bien. Il se trouve que, précisément, ces 3 avocats ont joué eux-mêmes sur leur couleur, sur leur origine. Si précisément ils avaient fait exclusivement leur métier d'avocat, en essayant de réfléchir au contexte qui avait pu pousser Barbie à agir comme il le fait, en disant que il n'était pas coupable des crimes imprescriptibles dont on l'accusait, mais coupable de crimes
qui étaient, eux, prescrits par la loi française. Là, je n'aurais rien eu à dire. Il se trouve qu'ils sont arrivés, si vous voulez, à la barre en disant « Regardez-nous, l'un est jaune, l'autre est arabe, le troisième est noir, nous représentons, et c'est Vergès qui parle, donc j'ouvre les guillemets, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel humain, et donc au nom de l'humanité, dont nous sommes, nous, les mandataires, au nom donc de cette humanité, nous disons que ce crime qui a été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce crime ne nous concerne pas. Et c'est ce que moi j'ai trouvé de plus terrible. C'est l'une des leçons les plus atroces de ce procès. Et c'est parce qu'elle n'a pas été tirée que j'ai voulu écrire un livre. Eh bien, les puissances, les alliés, lorsqu'ils ont découvert les charniers, ont parlé de crime contre l'humanité parce qu'ils se sont dit, ce crime qui visait les Juifs a touché l'humanité tout entière. Vous savez, l'une des premières expressions qui a été utilisée avant crime contre l'humanité, je crois que c'est au début du siècle, c'était crime de lèse-humanité. L'humanité a été lésée. Ce crime, nous l'assumons parce que d'une certaine manière, toute l'humanité est touchée. Elle ne sera plus jamais comme avant. Quelque chose là a disparu qui ne reviendra plus. Et comme c'est vrai. Or, on arrive 40 ans plus tard et des gens qui estiment parler au nom d'une moitié de l'humanité, et peut-être même davantage, et qui n'ont été démentis que par 2 anciens chefs du FLN, disent c'est un crime particulier qui ne concerne que les Occidentaux, et que les Occidentaux, pardon. Et donc, si aujourd'hui les Européens s'y intéressent, poursuivent 40 ans après les criminels, font des films, etc., c'est une preuve à leurs yeux de l'impérialisme et du narcissisme occidental, ces Occidentaux capables de ne soigner que leur propre plaie et de ne pleurer que leur propre mort. Ainsi, les Juifs tués par Hitler devenaient pour Vergès et ses acolytes, si vous voulez, une preuve, un symptôme nouveau du racisme occidental. C'est ce qui m'a semblé, moi, absolument atroce, parce que c'est au lieu, si vous voulez, que on réfléchisse à Lyon au crime contre l'humanité, c'était le premier procès organisé en France pour crime contre l'humanité, on a assisté de façon terrifiante à la division, à la fissuration, à la pulvérisation même du concept d'humanité. Et ça, je crois que c'est terrible. Et l'affaire Khomeini, d'une certaine manière, en est le prolongement. Voilà, c'est ça. Non, mais Alain Finkielkraut, si vous aviez dû décider, par exemple, du procès, doit-il y avoir procès ou doit-il ne pas y avoir procès? Qu'auriez-vous décidé? Vous auriez dit non, c'est un non-procès. Non, pas du tout. Personnellement, je ne peux pas décider des choses pareilles. Doit-on immédiatement, tant d'années après, parce que ça devenait un spectacle, d'ailleurs vous l'expliquez. Oui, vous dites d'ailleurs, homme moyen devenu petit tortionnaire, Klaus Barbie ne fut sans doute qu'un sous-ordre, qu'une pièce mineure de l'immense machinerie de mort nazie. Et son défenseur a souligné à juste titre l'extrême modestie de son rang, de son rôle, de sa carrière, de son grade. C'est-à-dire, on prend les petits comme partout. Non. C'est vraiment le grand ordre nazi qu'il faut condamner. Il n'y a eu que des petits. C'est une machine. Et comment se dit que les grands soient un peu partout? Ils ont été un peu partout. Qu'est-ce que c'est que la barbarie nazie et la barbarie tout court et la barbarie telle qu'elle existe partout, si vous voulez? C'est une monstruosité produite par la normalité. Autrement dit, c'est la soumission acritique aux impératifs de la machine, quelles que soient les finalités à laquelle la machine conduit. On conduit des trains. Dans certains cas, ils vont dans des stations balnéaires. Dans d'autres cas, ils vont dans des camps de concentration. Mais on conduit des trains. C'est ça, entre autres, le nazisme. Et je peux dire, en effet, que la solution finale n'a été faite que par des petits. Même Eichmann, c'est ça la grande découverte de Hannah Arendt, même Eichmann était un petit. Donc, précisément parce que c'était un employé et parce que la solution finale est un crime d'employé, il fallait juger Barbie. Et quand on dit 40 ans après, il faut répondre, et alors, en 1964, après une discussion très importante, dont est issu notamment un livre magnifique de Vladimir Jankélévitch, intitulé justement « L'imprescriptible », eh bien, après cette discussion, on a décidé que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles, alors que les crimes de guerre, eux, était prescrit. Imprescriptible, ça veut dire que même 40 ans après, on peut juger. Et que même quand on n'aura pas jugé, eh bien, ces crimes seront là. On n'a pas le droit à l'amnésie. Voilà. Donc, je pense que ce procès devait avoir lieu. Mais pourquoi il n'aurait pas dû, effectivement, révéler cette division
irréductible, en quelque sorte, insurmontable de l'humanité. Alors, c'est la faiblesse, l'horreur de l'humanité. Alain Finkielkraut, Hitler est mort, Barbie est mort. Non, pas encore. Khomeini est vivant. Oui, ben oui. Vous avez vu un peuple juger Khomeini? Condamné Khomeini? Non, mais on n'a pas vu de peuple juger Pol Pot non plus. C'est un des problèmes. Ah oui, 4 millions de morts. C'est un des problèmes. Je ne sais pas si... Bon, il y a eu une tentative de génocide. On 4 peut millions parler... de morts au Cambodge, oui. Écoutez, alors là-dessus, justement, c'est l'une des choses dont on aurait pu et dû parler au procès Barbie. Oui, mais il n'y a pas eu un défilé. Attendez. Un défilé, par exemple, Si, il y a eu. Vous êtes intellectuel. Non, jamais. Nation Abbassi, pas du tout. On a défilé pour un mort à Madrid. D'abord, je ne suis pas pour 4 millions de morts à Cambodge. Attendez, alors, plusieurs choses là-dessus. Il y a eu un défilé qui a été à mes yeux d'ailleurs plus ridicule qu'autre chose et dont Milan Kundera fait dans l'insoutenable légèreté de l'être un récit ironique qui est assez extraordinaire. C'était le comble du kitsch, pour utiliser le vocabulaire de Kundera. C'était un défilé à la frontière cambodgienne. Je crois que malheureusement ces problèmes-là ne se règlent pas à coup de défilé, et personnellement, je suis, depuis un certain nombre d'années, pas quelqu'un qui défile. Et quand je défilais même en 68, j'étais extrêmement mal à l'aise, si vous voulez. Il y a une abdication de la qualité d'individu, des facultés intellectuelles minimales dans les défilés, qui est quand même assez dégradante. Cette façon de se mettre tous ensemble pour réciter des slogans. Panurge. Oui, puis le slogan, c'est quand même une forme très élémentaire du langage articulé. Donc, je ne suis pas personnellement très à l'aise dans ce genre. C'est pas ma manière à moi de me tenir au chaud. Je me tiens au chaud avec les miens, avec mes proches, avec mes amis, pas dans les foules. Mais d'autre part, les juristes de Nuremberg et les gouvernements qui ont créé le tribunal contre l'avis de Churchill. Churchill disait il faut exécuter tout le monde. On n'a pas suivi son avis, on a créé un tribunal. Ils se sont dit, effectivement, il est peut-être envisageable qu'il y ait désormais un tribunal pénal international, c'est-à-dire une justice au-dessus des États, pour précisément que ces lois de l'humanité qui existent dans la tête des gens, mais que certains peuvent oublier, eh bien, que ces lois de l'humanité aient une existence concrète, matérielle. Il se trouve que ça n'a pas été vraiment possible. Et nous vivons aujourd'hui l'échec de Nuremberg. Sans doute pouvons-nous poursuivre Barbie, mais nous ne sommes pas... D'abord, nous ne pouvons pas le poursuivre devant une enceinte internationale, parce que imaginez Barbie donné aux Nations Unies, il est possible. Eichmann, déjà, aurait peut-être été acquitté, alors pensez Barbie. Et il est impossible, effectivement, qu'une Cour internationale de justice juge Pol Pot, même si Pol Pot ne gouverne pas aujourd'hui le Vietnam. Alors là, nous sommes devant, effectivement, un cas d'impuissance du droit qui est très, très impressionnant, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse le surmonter. Ce qu'il faut, c'est au moins avoir la lucidité de le constater. Or, au procès, tout le monde s'extasiait du fait que ce procès ait été un procès exemplaire, sans que ces problèmes-là aient même la possibilité d'émerger. Et Alain Finkielkraut, dans votre livre, dans cette mémoire vaine, il y a tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, on le voit lorsque vous citez Péguy. Pour chaque homme et pour chaque événement, il vient une minute, une heure. Il tombe une heure où il devient historique. Il sonne un certain coup de minuit à une certaine horloge de village où l'événement de réel devient historique. Et le problème pour vous, et votre indignation vient de là, c'est que, si, un tout petit peu... Un petit peu. Non, il n'y a pas d'indignation, ce serait un peu absurde. Ce procès aurait dû être historique, c'est-à-dire marquer une date. C'est-à-dire que, si... Non, attendez, non, là, quand Péguy dit cela... C'est une phrase qui est magnifique et qui, pour moi, était peut-être même le déclic, si vous voulez, qui m'a fait écrire ce texte sous forme de livre. Au début, j'envisageais un long article de revue et puis j'ai été comme porté, je dois dire, par ce texte de Péguy qui est une des choses les plus admirables que j'ai lu, ce coup de minuit. Vous savez, ça c'est vraiment le grand écrivain. Enfin, on s'incline et on est même pétrifié d'admiration. Péguy parle de l'affaire Dreyfus. Vous savez, ça a été la grande affaire de sa vie. Et ça a été un Dreyfusard extraordinaire. Il a écrit Notre jeunesse en 1911, c'est-à-dire à un moment où il était déjà patriote et déjà catholique. C'est bien après sa période socialiste, et dans Notre jeunesse, il dit, il récidive. Il dit, ça a été notre mystique, et tout mon passé, je l'assume. Et il dit cela contre ceux qui, à droite,
et même à l'extrême droite, vouloir le récupérer en disant Péguy est revenu parmi nous, oui je suis patriote, oui je suis catholique, mais je reste Dreyfusard. Écoutez, je fais une toute petite digression là-dessus et je reviendrai sur votre question. Je le dis avec d'autant plus de virulence que vient de paraître aujourd'hui un livre aux éditions du Seuil de Tsvetan Todorov, dans une collection bizarrement intitulée La couleur des idées. Vous voyez, la couleur, on se retrouve dans la question de couleur de tout à l'heure. Nous et les autres. Et ce livre est une attaque contre tous les grands auteurs français, à peu près, tous les plus généreux, tous les plus généreux, tous les plus hauts, de Montaigne à Péguy. Mais il y a un chapitre sur Péguy qui est tout à fait inouï, où Péguy est présenté comme le porte-parole du nationalisme le plus étroit, le plus exterminateur et le plus virulent, et où il est rendu responsable de la mort de millions d'individus pendant la Première Guerre mondiale. Et là, je suis complètement atterré et vraiment indigné. Parce que Péguy, si vous voulez, c'est vraiment l'affaire Dreyfus. Et Gershom Scholem, lorsqu'il écrit un petit article sur les Juifs et les Allemands, en disant entre Juifs et Allemands, la relation a toujours été unilatérale, dit jamais un Allemand n'a écrit comme ce que Péguy a écrit, par exemple, de Bernard Lazare. Il a fait de lui un grand prophète d'Israël au moment où les Juifs eux-mêmes se détournaient de Bernard Lazare parce que eux voulaient laisser passer leur âge. Voilà ce que dit Gershom Scholem et quelques années plus tard, Tsvetan Todorov ressuscite Péguy. Pourquoi ? Pour le lyncher. On en est arrivé aujourd'hui à lyncher les morts. Voilà un cas de mémoire vaine. Mais quand Péguy parle de l'affaire Dreyfus dans ce texte, c'est que nous sommes 20 ans après l'affaire et un jeune homme, un étudiant vient le voir et il lui demande d'en parler. Péguy parle et Péguy se rend compte que pour lui, avec son respect et sa déférence même, eh bien, cet événement est historique. Historique, ça veut dire, justement, plus dans le réel. Il vient interroger un vieux et il se rend compte que ce n'est plus son présent et il est très malheureux de cela. Or, moi, j'ai cru à un moment donné, en voyant le procès Barbie, que justement, les choses allaient à l'inverse. Ça devenait un événement présent, puisque justement nous attendions avec Barbie le jugement. Donc cet événement qui nous paraissait historique réintégrait notre actualité. C'était une émotion très forte, mais qui a été malheureusement suivie par une médiatisation finalement très décevante. Je voudrais savoir, Alain Finkielkraut, quelle place vous donnez à ce dernier livre, La mémoire vaine, qui paraît chez Gallimard, dans tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Quelle est sa place ? C'est difficile à dire. Je crois que c'est un livre... C'est encore un livre d'indignation. Non, on peut pas dire ça. Peut-être qu'il y a une certaine indignation au départ. De réflexion. C'est un livre de réflexion. Mais oui, justement, il faut. Ce n'est pas un pamphlet, comment dire. Proust disait, les idées sont des succédanées des chagrins. Et il le disait, lui, donc, pour expliquer sa propre réflexion sur l'amour dans La recherche du temps perdu. Je crois en effet que on ne pense pas à partir de la seule bonne volonté de penser, si vous voulez. On n'est pas spontanément philosophe. Je crois que ça c'est Gilles Deleuze qui, commentant Proust, disait que tout part au contraire d'une sorte de misosophie fondamentale. Au départ, on n'a pas envie de réfléchir, on est misosophe. Oui. Et si on est amené à réfléchir, c'est à partir justement d'une émotion, je dirais pas un sentiment parce que le mot est devenu intolérable, mais c'est partir d'une émotion très forte. Et évidemment, ce sont les émotions contradictoires que j'ai ressenties, l'indignation peut-être, la déception, et puis aussi tout ce que j'ai pu éprouver en entendant les témoignages, que j'ai écrit ce livre. Mais si vous voulez, l'émotion était là pour provoquer la réflexion, donc c'est quand même, je l'espère, une méditation sur la mémoire et sur le monde contemporain. Alain Finkielkraut, quel est votre degré d'optimisme pour ce qui concerne la fin du siècle ? Mon degré d'optimisme, je crois que je ne suis pas optimiste. Je pourrais dire comme certains penseurs que j'essaye en tout cas de marier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire que, raisonnablement, je suis extrêmement pessimiste. Mais l'optimisme de la volonté, ça veut dire quoi ? Bien, j'écris des livres, j'interviens, j'essaye, si vous voulez, même de dire des choses. Et donc, j'ai quand même l'idée
que l'on peut convaincre et changer un peu les choses en essayant de convaincre. Mais raisonnablement, non, je n'ai aucune raison d'être optimiste. De l'autre côté du rideau de fer, beaucoup de choses changent. Nous avons parlé beaucoup ici de la Russie. On pourrait parler également de la Hongrie, mais vous avez choisi justement cette mélodie hongroise de Schubert, interprétée par Alfred Brendel. Et ensuite, on parlera peut-être de ce qui peut se passer justement dans cet autre monde. Alfred Brendel, je disais mélodie hongroise, alors on sait bien l'égoïsme naturel de beaucoup, la grande phrase « soyons confortables, qu'importe ce qui peut se passer ailleurs, quels sont les drames, les tragédies ». L'important c'est que nous vivions bien, mais on peut s'occuper également de ce qui se passe à nos frontières, car ça nous concerne. Je disais la Russie, je dis la Hongrie, un monde s'ouvre quand même, on peut être plus optimiste qu'autrefois. De toute façon, je crois en tout cas que nous avons une responsabilité historique vis-à-vis de ces pays. Nous devons essayer de réparer Munich. Munich a été avant Yalta, si vous voulez, le moment où l'Occident, et notamment la France, ont abandonné l'Europe centrale. On a d'abord abandonné l'Europe centrale à Hitler pour l'abandonner ensuite à Staline. Mais le premier abandon, ça a été Munich. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces pays. Et je crois que tout un tiers-mondisme, si vous voulez, dans les années 50, 60, nous l'a fait oublier grâce à la présence et à la parole d'un certain nombre d'écrivains émigrés d'Europe de l'Est. Nous avons compris un peu mieux ce qu'était cette situation, cette oppression, cette colonisation de l'Europe de l'Est. Et il faut évidemment continuer dans ce sens. Alors pour ce qui est de ce qui se passe en Russie, personnellement, je n'ai pas sans aucun doute plus de lumière que vous, parce que vous y êtes allé, donc vous êtes sans doute beaucoup plus au fait que moi de ce qui se passe. Je suis bien entendu passionné, à certains égards fasciné par la rapidité des réformes, au moins dans le domaine culturel et intellectuel. Pour le reste, il semble que ça n'aille pas aussi vite. Mais je constate quand même qu'à la différence de ce qui s'est passé dans tous les autres pays dits de l'Est, c'est une réforme qui vient d'en haut. Berlin, 1953. Budapest, 1956. Prague, 1968. Varsovie et Gdansk, 1980. C'était des mouvements populaires et intellectuels. Les deux choses dans les pays de l'Est ont toujours été liées. Là, on oppose en France l'intellectuel au peuple, mais c'est une opposition qui, là-bas, n'a pas beaucoup de sens, vu la place, précisément, qui occupe la culture. Bon, et c'était des mouvements qui ont été soit suivis quelquefois par le pouvoir, ou tout de suite réprimés par le pouvoir. Mais Dubček, qui est un homme sans aucun doute remarquable, n'est pas, si vous voulez, le protagoniste principal du printemps de Prague. Il en est l'un des symptômes terminaux. Cela n'est pas venu de lui. Il a surfé comme il a pu sur la vague. Or, que s'est-il passé en Russie, si vous voulez? On est passé d'un despote momifié à un despote éclairé. Et cela fait partie aussi du destin de la Russie, que les choses ne viennent jamais que d'en haut. Ça a quelque chose, si vous voulez, à la fois d'extraordinaire, quand on voit la personnalité politique qu'est Gorbatchev, mais en même temps, c'est un malheur pour la Russie.
Vous, qui êtes un homme d'écriture, Alain Finkielkraut, vous ne pourriez pas faire passer un jour tout cela par le roman? Pour le moment, vous écrivez des essais philosophiques. Il y a aussi le bonheur du mot, le bonheur de l'imagination. Oui, alors là... Il faut se sauver peut-être des tristesses quotidiennes par l'imagination. Oui, mais qui réinvente un monde. Je dirais... si j'en avais, pourquoi pas, ou en tout cas si j'en ai, elle n'est pas d'ordre romanesque, si vous voulez. Bon, ben je dois modestement faire avec ce que je suis, faire avec mes limites et ne pas me transformer en homme orchestre, car je ne suis pas un homme orchestre. J'ajoute tout de même à ma décharge, parce que je ne veux pas non plus sombrer dans la macération masochiste, j'ajoute à ma décharge que j'essaye d'écrire des essais à caractère littéraire. Je crois que le roman est une des formes, un des genres de la littérature, mais l'essai de Montaigne à Valéry, en passant par Walter Benjamin, l'essai a toujours, tenté d'être le mariage de la méditation et de la littérature. Alors, ce mariage, je tente de l'opérer pour ma part. Et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens pour voir dans l'essai une œuvre littéraire. On va, si vous voulez, directement aux idées. On saute par-dessus la langue. Et alors on dit, ah bah oui, il a telle idée, mais moi j'en ai telle autre, etc. Ce qui est très grave, parce que je crois que pour l'avenir même de la culture, il faut une place à l'essai et une place à l'essai littéraire, surtout au pays de Montaigne. Alain Finkielkraut, vous avez également vos activités. Vous produisez une émission sur France Culture. D'ailleurs, c'est demain matin à 9h07. Elle a pour titre Réplique. Et puis, vous êtes également professeur. Vous enseignez à l'école polytechnique. Vous enseignez l'histoire des idées. Vous leur parlez à ces polytechniciens de tout ce qui se passe dans le monde? C'est compliqué. Comment réagissent-ils? Ils sont quand même l'élite de demain. Oui, ils sont l'élite de demain. Je ne sais pas si mon rôle... Bon, je viens de commencer. Hein. J'ai obtenu un poste de professeur dans cette école cette année. Donc, il est bien trop tôt pour faire des bilans. Il faut que j'évite moi-même de leur parler trop de l'actualité. Évidemment, j'ai un peu cette tentation, mais il faut aussi que l'enseignement sache se préserver des sollicitations de l'événement. Et parce que, justement, l'école est là, et c'est l'un de ses rôles, pour mettre les élèves à l'abri du moment présent, pour les arracher au moment présent. Alors, comme j'ai en même temps cette tentation de réfléchir à partir du moment, j'essaye de combiner ces deux exigences, sans jamais oublier que l'école tout de même a un rôle spécifique et qu'il y a une différence fondamentale qui, à mes yeux, est perdue de vue, et notamment par les politiciens sur l'école, entre l'information, qui a sa légitimité, même sa gloire, et la formation. Et quand on nous dit, par exemple, que l'école n'a plus le monopole du savoir dans une société hyper médiatisée, je dis ce n'est pas vrai. L'école garde le monopole du savoir, car l'information, c'est autre chose que le savoir. Il faut évidemment une information importante et libre, mais il faut bien comprendre que ce sont deux ordres de réalité complètement différents. Et qu'à vouloir les faire marcher du même pas, c'est la formation qui risque d'empathie. On revient à Alain Finkielkraut un moment encore au procès Barbie, à votre livre, à la mémoire vaine, car il y a eu, on le sait, beaucoup d'incidents à Lyon. Il y a l'incident Jean Moulin, il y a les contre-procès, celui de l'Occident, celui de la Résistance, et la volonté de démontrer des parts de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu un accusé qui s'appelait Klaus Barbie, et dans le même temps, on a souhaité salir une histoire. Je veux dire par là que, d'une certaine manière, on banalise. C'est-à-dire on prend tous les chemins de traverse. Il n'y a plus le sujet, il n'y a plus que des sujets de préoccupation. Bien sûr, et l'attitude, si vous voulez, la tactique de la défense a été précisément de banaliser et, d'une certaine manière, de faire disparaître en quelque sorte l'horreur nazie dans toutes les horreurs que l'Occident aurait pu commettre. Mais il y a eu plus grave à mes yeux que cela, et j'essaye de le relater dans le livre parce que je trouve que c'est un incident qui n'a pas
eu du tout l'attention de la presse. Un avocat des parties civiles juives, Maître Zaoui, a interrompu la plaidoirie de Maître Bouaïta, l'avocat algérien du barreau d'Alger de Barbie. Il l'a interrompu parce que c'était une plaidoirie délibérément et violemment antisémite. Et même moi j'y assistais, j'étais complètement atterré par ce discours où on nous disait que le peuple israélien juif était plus nazi que les nazis. Israélien juif, qui plus est. Un peuple qui se veut élu, etc., qui est pire que les nazis eux-mêmes. Donc, c'était tout de même un procès pour crime contre l'humanité, on jugeait un nazi, et c'était les juifs qui étaient mis en accusation et accusés de pire que le nazisme. C'en était trop. Cette interruption a été très mal vécue par les parties civiles résistantes et par la presse. Les parties civiles résistantes avaient pourtant menacé Vergès d'interruption s'il osait salir la résistance. Il s'est gardé de le faire, et en même temps, elles se sont désolidarisées de Maître Zaoui lors de son interruption en disant ça ne se fait pas. Donc ça pouvait se faire dans un cas, pas dans l'autre. Il y avait là quelque chose, si vous voulez, une compétition des mémoires qui était assez affligeante. Quant à la presse, dans certains cas, comme par exemple celui de Dominique Jamais, si elle a été très hostile à Maître Zaoui, c'était parce qu'elle était gagnée, pour des raisons qui ne sont pas très honorables, à la cause de Vergès. Dans d'autres cas, c'était tout simplement parce que les partis civils avaient ennuyé tout le monde. On l'a dit, on l'a chuchoté, que certains l'ont écrit noir sur blanc dans des articles, comme si un procès était un spectacle. Et comme si les mêmes règles devaient présider au procès et au spectacle. Il y avait trop de parties civiles, on s'emmerdait. On n'est pas là pour s'amuser dans son procès. Peut-être y avait-il trop de parties civiles, mais l'ennui n'est pas un critère. Mais Alain Finkielkraut, là, vous parlez de la télévision, et heureusement, en effet, qu'on n'a pas retransmis les films d'audience à la télévision, car comme vous le dites, la télévision offre le sacré en pâture aux profanes et met le dehors à la merci de l'intimité. Et cela, ce que je vais dire maintenant est valable, et vous l'écrivez vous-même pour beaucoup d'autres sujets. Sous couleur de faire entrer le monde dans la maison, la télévision accomplit la revanche de la maison sur le monde. Nulle œuvre n'est assez admirable, nulle catastrophe assez terrible, nulle parole assez enseignante pour qu'on cesse de manger une pomme et de tutoyer l'écran. Et c'est vrai que, mais c'est valable pour tout le monde. Absolument. Le plus grand événement peut se dérouler sur l'écran. Il y a 100 000 morts en Arménie et on continue de regarder l'écran, je dirais, en faisant bombance. Mais c'est le monde qui est ainsi. Et c'est l'égoïsme, et on ne pourra jamais tuer l'égoïsme. Parce que l'égoïsme est une manière de se protéger. Non, mais il y a aussi, ça me fait penser aussi, dans un autre ordre d'idées, même un ordre purement esthétique, eh bien, à cette phrase de Fellini, le jour, a-t-il dit, où l'acteur est devenu plus petit que le spectateur, ce jour est un jour de deuil. Et oui, je crois qu'il a tout dit là. Et il s'est passé quelque chose, en effet, qui est de l'essence de la télévision. Alors, il ne faut pas pour autant maudire la télévision, mais il faut constater que cet instrument doit être manié avec précaution. Et il y a des choses pourquoi la télévision n'est pas faite. La télévision n'est pas faite. Je voulais l'idée de retransmettre des émissions religieuses, par exemple, me paraît contradictoire dans les termes. Il n'y a pas de religion hors d'un espace religieux, de la même manière qu'il n'y a pas de justice hors du tribunal, et je dirais même qu'il n'y a pas de théâtre hors de la salle, hors de la salle et la scène. Je répondrai à cela que c'est encore poursuivre une forme d'égoïsme, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller à la synagogue, à l'église, au temple. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au théâtre. Comment vous voulez interdire? Vous voulez interdire à des gens d'être heureux devant leur petit écran? Oui, interdire à des gens d'être heureux, là n'est pas mon problème. Je suis pas absolument sûr que le bonheur doive être la valeur, le principe et la finalité à laquelle il faille tout soumettre. Chacun se donne son plaisir. Nous vivons vraiment sous la haute juridiction du bonheur, et c'est vraiment tout est annulé aujourd'hui. Toutes les valeurs les plus chères qui ont été les nôtres, sur laquelle d'ailleurs l'Europe s'est construite, sont annulées au nom du bonheur. Alors le bonheur ne m'impressionne pas. Ce que je pense simplement, c'est que bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas aller au procès Barbie. C'était un privilège même que d'y assister. Moi, j'ai eu cette possibilité, mais bon, c'est parce que, en effet, j'avais écrit des livres sur cette question. J'aurais été, je n'aurais jamais écrit, on ne m'aurait pas
invités à assister au procès. Eh bien, il faut dire, tant pis, c'est-à-dire que la presse existe. On peut très bien se mettre au courant, réfléchir, en écoutant des résumés à la télévision, en lisant les chroniques des uns ou des autres, enfin je dirais plutôt des uns que des autres, sans nommer personne. Donc il est faisable de procéder ainsi, alors qu'en revanche, si vous voulez, il y a quelque chose de profondément indécent et même d'obscène à diffuser, à retransmettre des débats pour des gens affalés à la Bretéché sur leur canapé et qui ont dans leurs mains cet instrument terrifiant qu'est la télécommande. Vous comprenez? C'est pas possible. C'est ou le tribunal ou la télécommande. Il faut choisir. Alain Finkielkraut, on va essayer de s'interroger en terminant sur la mémoire vaine. J'ai retenu un certain nombre vraiment de raisons de lire cet essai. D'abord, pour que vous puissiez voir, vous qui nous écoutez, l'insatisfaction et l'indignation, c'est-à-dire cette nécessité de vivre en colère. C'est vrai qu'il y a une espèce humaine, mais tous les hommes ont été créés, paraît-il, à l'image de Dieu. Il y a également cet angélisme. L'angélisme n'a jamais été un humanisme. Il faudrait s'interroger sur l'éthique et la sentimentalité. Et puis sur l'opposition. Sur l'éthique et la sentimentalité. On s'aperçoit aussi que la barbarie s'empare de la culture, mais vous l'aviez déjà dit dans un tout autre livre. Donc je ne le redis pas sous cette forme. Et vous dites quand même que c'est le grand retour de l'idéologie. Et c'est peut-être la déchéance de l'événement. Et c'est peut-être le fruit des Lumières. Moi, je résumerai un peu comme ça, mais quand même le grand retour de l'idéologie. Le grand retour de l'idéologie, en effet, sous couleur de cette sentimentalité. Nous vivons dans une époque qui se dit, qui se veut, qui se proclame antiraciste, qui s'enivre de son antiracisme, qui convoque, comme je l'ai montré tout à l'heure pour le livre de Todorov, toute la littérature et toute la culture mondiale, ou en tout cas française, devant le tribunal de cet antiracisme et qui condamne à mort même la plupart des grands auteurs, tellement cette sensibilité est sûre d'elle-même, et je crois qu'elle répète ainsi un certain nombre d'errements, de divagations dont nous croyons pourtant être sortis. Et je crois que c'est un tout petit peu disons que c'est assez problématique. Alain Finkielkraut, je vous remercie. Je recommande cet essai qui paraît chez Gallimard, La mémoire vaine, un crime contre l'humanité. Alain Finkielkraut, lundi, si vous avez un peu de temps, j'espère que vous resterez avec nous, vous écouterez Marie-France Callas et nous parlerons de la Phonothèque nationale. Nous essaierons de voir quels sont les trésors. C'est fou ce qu'il peut y avoir de trésors dans notre pays. Et puis après les informations, nous retrouverons quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre Bouteiller. C'est vrai, Janáček n'est pas passé aujourd'hui. Je croyais que vous alliez me l'imposer, ce compositeur, non? Oui, mais moi je suis trop timide. La prochaine fois, oui, j'avais apporté un très beau morceau de Janáček qui est l'ouverture de La Petite Renarde rusée. Ce sera pas une autre fois, mais vous l'avez dit. Ça nous donne l'occasion peut-être de l'entendre chacun chez soi. Voilà. Alain Finkielkraut, merci encore une fois. Tous les mois, les Cassettes Radio France et Télérama vous proposent de nouvelles radioscopies. Pour tout renseignement, tapez 3615 code RF. France Inter, il est 18h.